Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être au rendez-vous de ce webinaire à destination des collectivités territoriales sur la DSN, fonction publique. Donc aujourd'hui, l'espace de présentation, on va se le partager à 5 intervenants. Donc moi-même, je suis animateur du comité régional Net Entreprise. Je vais être accompagné de Monsieur Contao, qui est responsable de la comptabilité au centre de gestion de Haute-Vienne. Ensuite, Aurélie Bois, qui est conseiller informatique service et donc en charge de la relation avec les entreprises de Haute-Vienne. Et je vais laisser Didier Kuhn et Sophie Caillot se présenter. Eh bien, je vais laisser Sophie Caillot commencer, parce que je suis très poli. Merci Didier, mais comme je ne peux pas trop parler étant dans un open space, je te laisse présenter les deux. Merci. Pardon. Donc, Sophie Caillot et Didier Kuhn, on travaille au groupement d'intérêt public modernisation des déclarations sociales, que vous connaissez beaucoup mieux sous son nom de Net Entreprise, et nous sommes le collectif, nous représentons le collectif qui fabrique, pousse et maintient la déclaration sociale nominative et d'autres vecteurs de simplification. Très bien, je vous remercie. Participer à cette présentation avec vous. Très bien. Donc cette présentation, elle fait suite en fait aux deux premières, dont la dernière qui s'est déroulée le 20 mai dernier. Et donc là, on va rentrer encore plus dans le vif du sujet sur la DSN et ses modalités. Donc, je vais couper ma caméra, garder le son. Donc là, ce sont quelques petits rappels concernant notre rendez-vous de cet après-midi. Donc concernant des problèmes de son ou de vidéo, vous pouvez rafraîchir la page, effectivement. Vous pouvez aussi tester une page technique. La durée de notre présentation, le format, on est sur 1 heure et quart. Après, ça dépendra aussi des questions-réponses de chacune. Le replay sera disponible dès la fin de la présentation. N'hésitez pas à nous dire bonjour, nous féliciter, en tout cas à travers les émoticônes à votre disposition. Le support de présentation, lui, sera à disposition aussi dans le bouton nuage tout au long de la présentation. Nous vous invitons aussi fortement à nous poser des questions dans l'onglet « Questions » à cet effet. Nous aurons donc une synthèse sur Net Entreprise de l'entrevue d'aujourd'hui et puis des sondages en live pour adapter dans l'onglet « Sondage ». Donc, l'ordre du jour, 3 grands points. Le premier, préparer la DSN avec des points d'attention. Le deuxième, c'est l'accession à la DSN. Et puis enfin, la DSN, j'y suis et qu'est-ce qui se passe? Alors, on va démarrer par le premier point, donc préparer la DSN. Les points d'attention. Donc la DSN, la loi du 22 mars 2012, qui vise à remplacer l'ensemble des déclarations effectuées par les employeurs et leurs mandataires. Donc ça fait partie des fondamentaux. Je ne vais pas rentrer dans le détail des textes. La seule chose, c'est qu'on est sur le principe de dites-le nous une fois. Et pour la fonction publique, les déclarations remplacées sont dans un premier temps donc la DATSU, la DUX et le prélèvement à la source. Pour les employeurs qui sont concernés, la DSN, elle se substitue également aux formalités de recouvrement des organismes complémentaires et de recouvrement de la CRPNPAC, c'est-à-dire la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aviation civile. La génération de la DSN va s'achever en janvier 2022, donc c'est la dernière échéance fixée par la loi ESSOC. C'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier prochain, toutes les entreprises de France et toutes les collectivités territoriales seront donc en DSN. Alors, la DSN, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est le reflet de la paye. En fait, tout au long du mois, on a deux échéances. On a le 5 ou le 15 qui vous permettent de déclarer la DSN mensuelle. Cette DSN mensuelle, le 5 ou le 15, pourquoi? En fonction de la taille de l'entreprise. Et à travers ça, vous avez la possibilité aussi de déclarer des événements dans la DSN, à savoir par exemple des arrêts de travail, des changements de contrat ou des reprises de travail, si elles sont anticipées.
Donc la DSN, elle est basée sur l'acte de paye. Hein, c'est une photo fin de mois. Elle embarque des informations de la vie des agents et des salariés dans son propre établissement. À savoir, on a les informations qui sont liées à l'activité de l'agent, donc sous forme de contrat, les rémunérations perçues par cet agent, les primes reçues, les cotisations, les informations liées à un signalement d'événement, donc dans le cadre d'un arrêt de travail par exemple, le prélèvement à la source qui permet de communiquer les taux à appliquer aux agents et de transmettre les données afférentes à la DGFiP. On a des gros blocs thématiques qui structurent aujourd'hui la DSN. Donc le cahier des charges est ainsi constitué. Le premier gros bloc concerne l'entreprise, donc avec le bloc S21G0006. Ensuite, on a un bloc établissement, le S21G0011, qui lui concerne le SIRET. Les individus, donc le bloc S21G0030. Pour ce qui concerne les contrats, donc S21G0040, à travers lesquels on retrouve les arrêts de travail, fin de contrat et suspension de contrat. Ensuite, le bloc versement, le bloc S21G0050, à travers lequel vous retrouverez les éléments de rémunération, les primes, les bases assujetties et les cotisations individuelles. Alors, les données de qualité. La maille déclarative, donc on l'a dit, dans la DSN, c'est avant tout le SIRET. Donc une DSN, elle doit être transmise pour chaque établissement d'affectation et inclure l'ensemble des salariés qui y sont rattachés. Alors, au sein de la DSN produite par un employeur public ou pour un employeur dont l'effectif contient des agents cotisants à la RAFP, à la CNRACL dont on a parlé ou à l'IRCANTEC, les données déclarées doivent permettre d'identifier déjà primo la personne morale qui paye effectivement les cotisations retraite additionnelles de la fonction publique, ou à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou à l'IRCANTEC. La deuxième chose, surtout, c'est d'identifier la personne morale qui possède la compétence de gestion RH des agents déclarés. Celle-ci est également identifiée via un numéro SIREN et un numéro NIC. Ces deux numéros donc, sont les composants du numéro SIRET à proprement dit. Donc, ces deux éléments d'information, à savoir la personne morale qui paye et la personne morale qui possède les compétences gestion RH, elles doivent donner lieu à des informations qui figurent dans la DSN, quelle que soit la fonction publique à laquelle appartient l'employeur, que ce soit fonction publique d'État, fonction publique hospitalière ou fonction publique territoriale. Alors, je vais revenir juste en arrière. On a été très très loin. Voilà. Donc les éléments d'information dont je vous parlais, vous les retrouvez ici à travers le support qui vous sera mis à disposition sur plus d'informations à ce niveau-là. Ensuite, il préconisait, donc on le disait, d'utiliser le SIRET, responsable de la paie de l'agent. Dans le cas où un établissement gère la paie pour les autres, il faut évidemment refléter la responsabilité juridique par rapport à la gestion administrative la plus proche de la réalité. Donc le SIRET, encore une fois, c'est le point d'entrée, doit être un compte cotisant et surtout actif auprès de l'URSSAF. Dans certains cas, le regroupement de SIRET est possible s'ils ont le même URSSAF de rattachement et le même taux de cotisation, donc au niveau du compte Action du travail maladie professionnelle, après accord de la CARSAT, de l'URSSAF et de la CDC. Donc, comme on disait, chaque individu doit être identifié dans la DSN. Donc, le NIR, qui est notre numéro de sécurité sociale de base, est donc le départ du calcul de l'effectif d'un établissement. Ce NIR certifié garantit un bon suivi en DSN. Et en attendant le NIR ou le numéro provisoire, vous avez aussi la possibilité d'accéder aux services en ligne pour les demandes d'immatriculation de salariés étrangers et les pièces justificatives. C'est un téléservice qui est à disposition des entreprises privées et publiques qui sont amenées à employer un ou des salariés étrangers et qui permet en fait d'avoir un numéro qui derrière est utilisé dans le cadre des déclarations en DSN, entre autres. Les données de qualité.
Donc, on parle des individus. On a aussi la possibilité de déclarer un service civique. Donc, un agent de service civique au sein de la fonction publique territoriale, il sera renseigné avec une valeur. Donc, cette valeur, ce sera la 524C dans le cadre d'un agent administratif des collectivités locales. Si c'est un agent en service civique au sein de la fonction publique hospitalière, il sera renseigné avec la valeur 524D des agents administratifs des hôpitaux publics. Et si c'est un agent en service public civique au sein de la fonction publique d'État, il sera renseigné avec la valeur 524B, à l'exception des agents de la Poste et de France Télécom. Donc, pour le service civique, on a fait le point. Pour ce qui concerne les stagiaires, donc les stagiaires en milieu professionnel, ils ne sont pas liés à l'entreprise par un contrat de travail, mais par ce qu'on appelle une convention de stage. Donc, il convient de les déclarer en DSN, ceux qui sont au-dessus du seuil de franchise légale. Pour ce qui concerne la déclaration d'un stagiaire en DSN, une attention particulière doit être portée notamment sur 4 rubriques. Donc, la première, c'est le statut du salarié dans le bloc contrat. La deuxième, c'est la rubrique de type S21G0051011 qui constitue en fait le bloc de rémunération. Et la rubrique date de fin de contrat du bloc du même nom. Et enfin, la dernière, la déclaration ou pas de bloc relative à la base assujettie suivant le montant de la gratification. Si vous avez à déclarer un travailleur handicapé en ESAT, pour chaque travailleur handicapé, l'ESAT, il faut le savoir, perçoit une aide au poste versée par l'État. Donc, cette aide financière, elle permet donc à la structure, donc l'ESAT en question, d'assurer le versement d'une rémunération qui est garantie. Alors, bien qu'elle n'apparaisse, on est bien d'accord, pas sur la fiche de paye du travailleur handicapé, cette aide doit toutefois être déclarée en DSN. Donc, je rappelle, plusieurs consignes spécifiques doivent être observées dans le cadre de la déclaration en DSN du travailleur handicapé. Donc, au niveau du contrat de travail, des cotisations agrégées et des primes. Donc, vous retrouverez en fait le détail de façon très exhaustive en cliquant sur le PowerPoint, le support que vous pourrez récupérer à l'issue du webinaire. Vous aurez vraiment un détail large et profond par rapport à ce que je vous annonce là. Ensuite, possibilité de déclarer un élu. Donc, tous les élus locaux qui perçoivent des indemnités de fonction, ils cotisent tous à l'Ircantec et ce au même taux que les agents. Alors, pour déclarer un élu local, on renseigne la rubrique nature du contrat avec la valeur donc 81. Donc, cette valeur 81, elle vaut mandat d'élu. Donc, la rubrique statut du salarié, elle est à compléter de la valeur 10 qui est relative à agent de la fonction publique territoriale. Qui est-ce qui joue avec mon PowerPoint là? Alors, les élus qui cumulent plusieurs mandats, il faut le savoir, ils cotisent séparément pour chaque type de mandat. Donc, dans ce cas, ils sont déclarés dans autant de DSN mensuels que d'entités au sein desquelles ils exercent un mandat. Donc, ça, c'est une spécificité, il faut vraiment tenir compte pour ne rien laisser passer au hasard. Si vous avez à déclarer un apprenti, donc l'apprenti, comme pour le service civique, le stagiaire ou le travailleur handicapé, c'est très particulier. L'apprenti identifié en DSN, on l'identifie par un dispositif de politique publique et conventionnelle. Et on le renseigne avec une valeur 64 ou 65 qui doit être déclarée avec une des 6 valeurs contractuelles correspondantes à la nature du contrat. La nature du contrat, donc S21 G00 40007. Alors, la situation d'un salarié, les informations qui permettent de l'identifier et les caractéristiques de son contrat sont susceptibles d'évoluer et en ce sens, les données déclarées chaque mois en DSN sont également susceptibles de connaître des changements. Donc, les changements ou les corrections, ce qu'on appelle des blocs de changement, ils sont déclarés par des biais de blocs. Donc là, on est sur un changement d'individu, donc avec du S21G0031 et changement de contrat S21G0041. Voilà, j'en ai fini pour les données de qualité pour ce qui concerne l'identification des individus. Et je vais laisser la main à Didier maintenant. Merci Pierre-Yves.
Mais merci à tous d'être encore attentifs. On sait qu'après après les déjeuners, les reprises d'après-midi, surtout quand on est seul devant son écran, peuvent être un peu plus difficiles. Donc merci Pierre-Yves d'avoir maintenu une attention de tout le monde jusque-là. On va rentrer dans la méthodologie qu'on vous propose, l'accompagnement qu'on vous propose pour justement entrer dans la DSN de la façon la plus sereine possible. Donc là, vous avez devant vous ce qu'on appelle le cercle vertueux de la DSN. Ce sont les actions à mener de façon à pouvoir vous assurer une entrée en DSN la plus sereine possible. Tout d'abord, comme vous le disait Pierre-Yves, on détermine le SIRET qui va devoir déclarer, généralement donc c'est celui qui est responsable de la paye. Ensuite, on contrôle que son SIRET et les lieux de travail que l'on a imaginé entrer et paramétrer en DSN sont soit des comptes cotisants auprès de l'URSSAF, soit de toute façon des comptes actifs. Et pour ça, vous avez un outil qui permet de tester les SIRET. On vous met aussi comme conseil important de vérifier les NIR de vos individus. On a besoin en DSN d'avoir des NIR certifiés. Et donc, du coup, on va vous proposer d'utiliser le bilan d'identification des salariés qui va permettre de savoir s'il y en a éventuellement quelques-uns dont une ou deux données est en écart. On vous invite, parce que c'est peut-être le moment de le faire, d'informer les salariés, parce que vous allez devoir informer les salariés que la paye passe en DSN et qu'il y a une transmission dématérialisée. C'est le RGPD, Règlement Général de Protection des Données, qui nous y oblige. Et on se dit que c'est peut-être le moment de vérifier que les informations que vous avez dans le logiciel de paye ou dans le logiciel RH, que vous avez sur chacun des individus et chacun des agents qui sont chez vous, est encore à jour. Donc c'est peut-être le moment de leur dire, voilà ce que je sais de vous. Est-ce que ces informations transiteront par le biais de la DSN? Est-ce que c'est toujours à jour? Est-ce qu'il y a des modifications? Ça peut vous permettre d'avoir une mise à jour sur des informations qu'on n'utilise quasiment jamais, pour lesquelles vous n'avez pas eu, d'abord pas le temps forcément de vous pencher sur ce sujet et de vérifier s'ils sont toujours d'actualité, et puis pas forcément eu l'occasion d'interpeller. Donc là, le fait de dire, voilà ce qu'on sait sur vous, voilà ce qu'on transmet par le biais de la DSN, est-ce qu'il y a une différence avec la réalité? C'est peut-être l'occasion de faire une mise à jour de ce fichier. Ensuite, dès que vous savez sur quel SIRET, vous savez quels NIR vont être déclarés, vous avez à votre disposition deux outils, DSN-Val et DSN-FPOC, qui vous permettent de tester la qualité du fichier que vous allez envoyer sur le système d'information de la DSN. Et puis, quand cela a été fait, c'est-à-dire que vous avez déposé votre DSN, vous allez avoir des retours qu'on appelle des comptes rendus métiers, qu'on vous invite à consulter, des comptes rendus métiers qui peuvent être soit financiers, les taux, les montants, soit des comptes rendus métiers, des CRM nominatifs, parce qu'on a un cas avec une personne, et à ce moment-là, on a un compte rendu métier nominatif. Parce que vous avez été patient et pas trop inquiet, je vous montre la slide qui suit, où en réalité, c'est le cercle vertueux de la DSN, mais avec tous les liens hypertextes qui vous permettent d'aller attraper DSN Contrôle SIRET, d'aller effectivement chercher DSN-Val ou DSN-FPOC, d'avoir accès aux fiches consignes relatives au compte rendu métier, et puis des exemples et surtout une modalité pour accéder au bilan d'anomalie, donc au tableau de bord et au bilan d'anomalie, de façon à pouvoir être le plus tranquille face à et vous n'ayez pas de temps à perdre au milieu de la masse d'informations que la base de données Net Entreprise met à votre disposition sur la DSN. Alors, une des premières questions qu'on nous pose, c'est avant les déclarations, on avait les déclarations, on avait les comptes rendus, on pouvait les modifier si on s'apercevait qu'il y a une erreur. Qu'est-ce qui se passe pour la DSN? Est-ce qu'on peut la modifier ou pas? La première question à vous poser, c'est est-ce que la DSN que vous voudriez modifier, est-ce que vous êtes en amont, c'est-à-dire avant l'échéance, ou après? Bon, les textes précisent avant l'échéance à minuit. Je ne vous souhaite pas d'être au bureau à minuit, la veille d'une échéance. Malheureusement, ça a dû peut-être arriver à certains d'entre vous il y a quelques années avec quelques déclarations. Mais bon, ça pourrait être avant midi, de façon à vous laisser 1 heure ou 2 l'après-midi pour faire des corrections s'il y avait besoin. Donc, si c'est avant, vous faites une DSN annulaire en place. C'est-à-dire que vous faites tourner la paye à nouveau, votre logiciel, et vous éditez un nouveau fichier que vous postez ou qui est envoyé directement. Et c'est le dernier envoyé qui est pris en compte au moment de l'échéance.
Si vous apercevez qu'il y a une anomalie ou une erreur ou une correction à apporter après l'échéance, à ce moment-là, vous allez bénéficier d'un nouveau texte qui date de moins d'un an, qui s'appelle la loi OOPS, moins d'un an, 2018, mais en réalité, les communications sur la loi OOPS, on les a que depuis l'année dernière. Cette loi précise que vous avez le droit à l'erreur et que si vous détectez une erreur ou une anomalie dans le mois qui suit la déclaration précédente, eh bien, vous allez pouvoir soit changer cette donnée, soit la corriger sans pénalité à partir du moment où c'est fait le mois suivant. Donc, on part du principe que, voilà, on peut se tromper, on peut avoir le doigt qui rip ou avoir une information qui a été erronée au moment où on a fait une déclaration, mais on la corrige le mois d'après et on n'a pas de pénalité et pas d'embêtement. Après, quand on veut faire ce changement, on a deux options, soit un changement, soit une correction. Pour déterminer ce qui est du ressort du changement ou de la correction, à nouveau, on se base sur le calendrier. Alors là, c'est pas est-ce que c'est avant l'échéance ou après l'échéance. Là, c'est est-ce que ça concerne le mois en cours ou est-ce que ça concerne un mois antérieur. Si c'est un mois en cours, à ce moment-là, vous avez un bloc changement et qui permet de véhiculer la donnée avant le changement ainsi que la date du changement. Si par contre c'est après, alors là, on passe par une correction. À nouveau, vous devez vous poser la question, est-ce que cette correction, je la fais par la méthode différentielle ou la méthode annule et remplace une donnée? La méthode différentielle, vous allez simplement envoyer une donnée qui porte sur le montant qui fait la différence entre la donnée envoyée par erreur et puis celle qui aurait dû être envoyée. Par exemple, vous auriez dû déclarer 150, vous avez déclaré 120. La méthode différentielle, vous faites un bloc de changement, un bloc correction, pardon, en méthode différentielle, c'est-à-dire un bloc correction qui porte la valeur 30 et qui ramène et qui est affecté au mois précédent. Si on est dans une annule et remplace une donnée, donc alors soit vous déclarez la différence, soit simplement vous réenvoyez cette donnée avec exactement le bon montant et vous annulez la donnée précédente que vous aviez envoyée avec cette donnée-là en négatif. C'est-à-dire vous faites un bloc, vous avez déclaré 100 au lieu de 150, vous souhaitez faire annuler remplace, vous faites un bloc en moins 100 et un bloc en plus 150. Et donc à ce moment-là, vous avez annulé l'ancienne version et vous mettez la nouvelle. Ou alors dans la méthode différentielle dont je vous parlais juste avant, vous ne faites que la différence en positif ou en négatif entre les deux valeurs qui étaient attendues. Plus précisément pour les changements, on a une bonne question sur le périmètre des données. Et là, on intervient tout de suite sur un petit hiatus de vocabulaire, puisqu'on parle de données identifiantes et non identifiantes, et malgré une racine commune, identifiante ne concerne pas que l'identité. Mais ce sont, par contre, des informations et des données pour lesquelles on a besoin de connaître l'ancienne et la nouvelle valeur. Et puis, à contrario, on a les données qui sont non identifiantes, pour lesquelles c'est la date à laquelle est intervenu ce changement dont nous avons besoin d'avoir connaissance, puisque c'est ce qui va impacter les droits, les cotisations et les droits. Chaque événement donc est à déclarer au sein d'un bloc changement qui lui est daté par la rubrique date de modification et vous la remplissez en mettant la date à laquelle la date d'effet de cette nouvelle valeur. Et c'est soit dans un bloc individu, donc du bloc 30, soit du bloc 40 pour s'il s'agit d'un contrat. On reviendra dessus un peu plus tard. Pour la correction, à nouveau, on a deux natures de données. Celle dont c'est la dernière valeur qui est utile, par exemple l'adresse, on n'a pas besoin de chaîner avec l'ancienne adresse. On sait que la bonne personne, on a besoin de connaître son adresse. Et puis, celles pour lesquelles on a besoin d'avoir la date, parce que c'est la date à laquelle est intervenu ce changement qui va modifier soit les droits, soit les cotisations. Et donc, on dit que dans ces cas-là, la donnée, elle est descriptive et elle influe sur les droits. La dernière valeur qui était utile, ça n'influe pas forcément sur les droits, alors que celle qui doit obligatoirement être en cohérence avec la date à laquelle elle se produit, elle influe les droits. Donc, vous avez un bloc changement individu 31, donc en face du bloc 30, ou changement de contrat 41 en face du bloc 40. Il doit y avoir la valeur qui aurait dû être transmise, donc ce qui est nouveau, et puis la date de modification, ou la date à partir de laquelle elle est valable. Dans les slides suivantes,
on va vous présenter des situations particulières. Alors, on a une méthode de transmission d'informations au niveau de Net Entreprise éligible, c'est qu'on se base sur l'expérience de ceux qui ont démarré. On a fait des phases pilotes. Aujourd'hui, on a un peu plus de 23 millions de lignes de salaire qui sont transmises tous les mois, 23 millions par mois de lignes de salaire qui passent par la DSN, avec un taux de conformité supérieur à 95%. Donc, on peut dire qu'effectivement, on a une petite expérience sur le sujet. Et du coup, on propose non pas un mode d'emploi en vous disant ce qu'on attend, mais on propose un mode d'emploi en relevant tous les points chauds et en trouvant les réponses à ces points chauds, parce qu'on sait que c'est ceux qui risquent de vous poser un problème. Alors, par exemple, la première question, c'est j'ai une convention de paye avec la DGFiP, comment ça va se passer demain? J'aurais tendance à vous dire ça va se passer très bien, il suffit de prendre contact avec la DDFiP, qui, du coup, après accord, bien évidemment, c'est pas automatique, peut prendre en charge, peut continuer à prendre en charge votre DSN mensuel. Même question à propos d'un centre de gestion. On a la chance d'avoir M. Contao avec nous tout à l'heure. On pourra lui poser des questions sur le sujet. Les centres de gestion peuvent faire de la paye à façon ou alors sous-traiter la paye à façon sur un département voisin, ainsi que les signalements d'événements. Il est fort possible, troisième cas, que vous ayez un logiciel qui n'est pas la norme NeoDes. La norme NeoDes, c'est la norme avec laquelle est écrite la déclaration sociale nominative. Pour rappel, les anciennes procédures sont à la norme N4DS. Si vous avez un logiciel qui est à la norme N4DS et pas à la norme NeoDes, c'est urgent de prendre contact avec votre éditeur parce que soit il va vous mettre à disposition une version compatible avec la DSN, soit effectivement vous allez être dans l'obligation de changer d'éditeur, de changer de logiciel parce que la DSN oblige à avoir un logiciel. Même problème, donc du coup, si vous faites la paye manuelle, on a besoin d'avoir un logiciel. Et donc, dans ces cas-là, c'est votre interlocuteur, c'est le centre de gestion qui va pouvoir vous orienter vers la solution la plus adaptée à votre situation. Ensuite, on a les cas particuliers de comment est-ce que je traite les différents publics avec qui je suis peut-être amené à travailler. Le premier cas, vous avez des agents du public et du privé. Et donc, vous avez finalement deux payes, puisque ce ne sont pas les mêmes organismes, ce ne sont pas les mêmes taux en fonction du statut de privé ou public. Et donc, on va vous proposer de faire une seule DSN, bien évidemment, mais avec deux fractions. Chaque fraction correspondant à une fraction pour les déclarations, pour les salaires du privé, une fraction pour les salaires du public. Sous le petit mot fraction souligné en bleu, vous avez un lien hypertexte qui vous permet d'accéder à des fiches consignes ou à des informations. Et là, on vous détaille tout le système de fonctionnement des fractions de la façon la plus simple possible. Donc, on peut envoyer une fraction par public, sachant, par catégorie d'agents, parce que sinon, il y a déjà public dans les catégories. Donc, par catégorie d'agents, sachant que la somme des fractions que vous faites, ça doit faire la complétude de ce qu'aurait été la DSN, c'est-à-dire que tous les agents doivent être déclarés chaque mois. Après, voilà, on a deux populations, mais vous voulez faire qu'un seul règlement. C'est possible aussi. Le système des fractions permet de le faire, sachant que le règlement, il est décorrélé de la déclaration et que vous avez des blocs, en l'occurrence le bloc 20 pour certains cas, qui vous permettent d'affecter les paiements et d'indiquer à quel paiement, à quelle population ou à quelle fraction tel paiement est affecté. Et sachant que, à partir du moment où vous ferez le virement, puisque vous êtes obligé de passer par le système du virement, ça va expliquer comment le virement répartit les sommes que chaque fraction pouvait envoyer. Si vous avez des traitements qui sont en décalé, c'est possible aussi, avec là une particularité. Déjà, bien évidemment, la paye le décalage de paye n'est pas légal. C'est une pratique de paye parce que quelquefois on n'a pas le choix, mais la loi précise qu'il faut rémunérer à la fin de l'activité, au plus tard à la fin de l'activité, et au maximum avec des trains de paye tous les 31 jours, ce qui est le cas puisqu'on en fait une par mois, donc un train de paye tous les mois. Donc de toute façon, on est à peu près dans les clous. Mais dans certains cas, les informations n'étant pas présentes, vous ne pouvez pas payer le mois M, une activité, vous la payez le mois M+1. Et là, commencent les problèmes. Non, commencent les précisions à avoir. Les rémunérations qui sont versées, elles sont soumises à des cotisations sociales qui sont les cotisations sociales de la période d'activité. C'est-à-dire que les taux et les assiettes sont ceux de la période d'activité. Mais cette rémunération, elle est aussi soumise au prélèvement à la source fiscale
Et à ce moment-là, le calcul du montant à payer pour les cotisations fiscales, eh bien, c'est le mois où l'argent change de poche. Donc, vous devez effectivement, pour la partie sociale, utiliser les données du mois d'activité, pour les parties fiscales, les données du mois de paiement. Ensuite, une petite précision, mais ce n'est pas inutile de l'apporter. Si vous êtes en traitement décalé et que ça correspond à un changement, soit de taux de passe d'un mois à l'autre, soit de taux, tout simplement de calcul de taux de cotisation, c'est important de savoir comment ça s'applique. Social, c'est le mois d'activité. Fiscal, c'est le mois de paiement. Et puis, si vous avez plusieurs trains de paye, c'est possible aussi. Il y en a qui font un train de paye pour les stagiaires, un train de paye pour les agents, un train de paye pour les contractuels. Donc, vous pouvez avoir 3 trains de paye, donc 3 fractions, envoyées différemment, sachant que la règle de base est toujours, une fois que vous les avez envoyées, la totalité de l'addition des fractions, ça doit faire le montant qui aurait été par une DSN si tout le monde avait été dans la même déclaration. Ensuite, on a la déclaration mensuelle ou trimestrielle. Aujourd'hui, vous êtes soit en déclaration et en paiement mensuel, soit en trimestre. La règle a changé depuis 1 an et demi, 2 ans. Maintenant, la règle est devenue mensuelle. Cependant, il est prévu dans la loi Warsmann, il était prévu que les modifications entraînées par la DSN et donc par le paiement et la déclaration mensuelle ne devaient pas entraîner de risque, entre guillemets, de survie, voire de modifications importantes des conditions de paiement des employeurs. Donc, il a été décidé que même si la règle était le mois, il était possible en option de rester sur le trimestre. Cette option, elle doit être validée par votre URSSAF au mois de mars de chaque année, de façon à pouvoir en bénéficier l'année suivante. Et ce qui se fait, c'est qu'à ce moment-là, vous faites effectivement une DSN chaque mois, sans règlement, et une DSN le dernier mois du trimestre avec le règlement, et puis des blocs de paiement qui indiquent à quel mois correspondent telle fraction, enfin que le règlement se divise, voilà, pardon, parce que du coup je reparle de fractions et je vais vous perdre. Le règlement se divise en plusieurs parties, chaque partie correspondant à 1 mois d'activité. Ensuite, autre grande question qui revient souvent, je suis surpris que vous ne l'ayez pas posée encore, que se passe-t-il pour la déclaration préalable à l'embauche, la DPAE, est-ce qu'elle est remplacée par la DSN? La déclaration sociale nominative, c'est la photographie du mois d'activité. C'est le dernier élément de la paye, c'est le dernier geste de la paye. Or, la DPAE, elle s'adresse à des gens qui ne sont pas dans l'entreprise. La DPAE est destinée à déclarer des agents qui rejoignent l'établissement. Donc, la DSN ne peut pas se substituer à la DPAE, puisque la DSN arrive en fin de premier mois d'activité, alors que la DPAE doit être faite dans les 8 jours qui précèdent le premier jour d'activité. Donc, de toute façon, là, vous voyez la différence entre le droit du travail et le droit social. La DPAE n'est pas substituée par la déclaration sociale nominative, ça reste une formalité obligatoire à faire à côté. Question aussi sur la taxe sur les salaires. Alors, dans la taxe sur les salaires, l'assujettissement pour les employeurs, lui, est déclaré dans la DSN, bien évidemment, mais une fois par an, en décembre ou en janvier, suivant votre catégorie. Et c'est établissement par établissement, on a un bloc qui s'appelle assujettissement fiscal, dont l'adresse informatique c'est S21GW044. Et cette déclaration d'assujettissement, elle est obligatoire. Même si vous n'êtes pas assujetti, vous devez dire je ne suis pas assujetti. Donc il faut que tout le monde remplisse cette obligation. Même ceux qui ont une cessation d'activité en cours d'année, à ce moment-là, ils ont une période de 60 jours pour réaliser la déclaration. Donc c'est vraiment la déclaration d'assujettissement qui est comprise dans la DSN. Maintenant, on va aborder quelques cas particuliers à la fonction publique qui n'existent pas ou pour lesquels les termes employés sont un petit peu différents de ce qu'on a dans le secteur privé. Là, par exemple, sur les mutations, vous voyez apparaître le petit encroché FP, toutes les données, toutes les informations spécifiques à la fonction publique, qui donc ne sont pas utilisables par le privé ou par la mutualité agricole, par le secteur agricole, vous les avez avec ce petit entrecrochet FP. Donc là, les mutations, vous voyez le petit rectangle orange avec FC 2399 ou 2399, c'est les fiches consignes. Et derrière ce petit FC de 2399 souligné de bleu, vous avez un lien hypertexte qui vous emmène sur cette fiche qui traite des mutations.
Parce que la mutation, ça n'est pas une fin de contrat. Et pourtant, dans la déclaration sociale nominative, on l'a déclaré par un bloc fin de contrat, mais avec une date bien évidemment renseignée par la date de mutation, et avec une valeur qui est sans mutation au sein du même groupe, sans rupture de contrat. Parce que dans la DSN pour la fonction publique, la notion de contrat correspond à la relation entre l'établissement et l'agent qui y travaille, et non pas entre un contrat signé spécifiquement comme on l'a dans d'autres cas. Donc c'est effectivement pour nous une fin de contrat, mais ça n'est pas une rupture de contrat. Alors je sais, on a été chercher un peu loin dans le détail, mais au moins maintenant vous le savez. Et puis le nouvel établissement, lui, il va devoir dire « Hey, moi j'accueille telle personne », avec une rubrique qui précise de quelle SIRET il vient. Parce que le chaînage des droits, des cotisations, de l'ancienneté, elle va se faire par ce lien, par le bloc changement de SIRET. Et en mettant le SIRET de l'ancien SIRET auquel était rattaché l'individu, on va récupérer toutes les données le concernant et on va pouvoir les attacher au nouveau SIRET. Et donc, du coup, on aura un suivi tout le long de la vie de la DSN et tout le long de l'activité de cet agent, vous allez avoir un suivi, quel que soit l'établissement dans lequel il travaille, on va pouvoir retrouver facilement. Second point particulier à la fonction publique, le détachement. Fiche consigne 2055 que vous pouvez aller chercher. Dans le cadre des détachements, les deux établissements doivent déclarer le fonctionnaire. Mais par contre, alors en même temps, ça paraît un peu normal, il y en a un seul qui paye les cotisations. Pour savoir qui paye, eh bien, si vous êtes dans la fonction publique territoriale ou hospitalière, les cotisations sont déclarées par l'établissement d'origine pour un emploi qui ne conduit pas à pension, hormis les cotisations du RAF. Le RAF peut s'est payé avec une fois dans l'année et c'est l'année qui suit l'activité. Donc, c'est forcément l'établissement d'origine qui est en cause. Et puis, peut-être déclaré par l'établissement d'accueil pour un emploi conduisant à pension. Autre cas, pour la fonction publique, les cotisations, elles sont toujours déclarées par l'établissement d'accueil. Dernier cas spécifique, les suspensions, non, avant-dernier, pardon. La fiche consigne 212, toutes les périodes de suspension de travail doivent être déclarées, quelle que soit la rémunération, 0 ou 100%. Et donc la période, par contre, doit être spécifiée dans un bloc qui est autre suspension de l'exécution du contrat, 65. Alors, on vous donne les adresses, Pierre-Yves avait commencé aussi tout à l'heure, on ne va pas vous demander de parler avec ces adresses-là, ce sont des adresses informatiques. C'est l'endroit où on va pouvoir trouver la donnée dont on veut vous parler. Et comme on vous en parle dans les comptes rendus métiers en vous disant tout va bien, ou alors il y a une anomalie ou une correction à apporter sur telle donnée, le mieux, c'est qu'on vous donne l'adresse à laquelle se trouve cette donnée de façon à ce qu'il n'y ait pas d'erreur, parce qu'il ne manquerait plus que vous corrigiez une donnée qui, au départ, était bonne, et du coup, on se retrouve avec deux anomalies, la DSN d'après. Donc, pourquoi est-ce qu'on doit déclarer toutes les périodes de suspension avec la rémunération? Parce que pour la CNRACL, le taux de rémunération doit être transmis, puisqu'il y a une prise en charge au-delà d'un certain pourcentage. Les fins de contrat, le législateur a décidé que pour les agents de la fonction publique, dans certains cas, il était possible d'ouvrir des droits au chômage, à l'assurance chômage. Et donc, du coup, c'est précisé dans la fiche consigne 2120. Vous voyez apparaître la liste de tous les motifs de fin de contrat, avec spécifique pour la fonction publique, donc toujours le petit entre crochets fait, révocation suite à abandon de poste ou révocation suite à sanction pénale. Si aucun de ces cas n'est concerné, eh bien, vous allez pouvoir utiliser 999, qui est la fin de relation avec l'employeur, autre que contrat et convention ou mandat, excusez-moi. Dernier point d'actualité, mais peut-être que Aurélie, c'était sur celui-là que vous commenciez à intervenir si vous le souhaitez, ou alors je continue sur cette même slide. Oui, vas-y. D'accord. Alors, non, en réalité, merci, mais c'est parce que je ne me rappelais plus, c'était la 25 ou la 26 ou la 27 à laquelle 28. je cédais la parole. Je suis allé trop vite, j'étais bien tranquille sur mon petit 25. Alors, pour les données sociales 2021-2022, parce qu'en réalité, on rigolait là avec Aurélie, et merci de ce côté un peu joyeux, mais en réalité, c'est vraiment important. La différence entre 2021 et 2022 va être importante et vous ne devez pas faire de double commande. Donc, on vous rappelle, sur le dernier trimestre 2021, vous allez avoir les informations qui sont effectivement en bleu.
Vous allez devoir finaliser les obligations sociales, la DUX, et fiscales, passereau de l'année 2021. Donc, décembre 2021, c'est votre dernier passereau. Et puis, vous allez préparer les éléments de la DASU 2021 qui, elle, est attendue au 31 janvier 2022, mais ce n'est pas une découverte, hein, ce n'est pas nouveau que vous ayez à préparer ça avec un mois d'avance. Dans le même temps, on vous propose, mais dès maintenant, ça, vous pouvez le faire. C'est pour ça qu'on met dernier trimestre. Vous pouvez identifier le SIRET qui va servir de déclarant en DSN. Vous pouvez fiabiliser les NIR parce que la paye du coup de janvier 2022 sera vraiment fiabilisée. Vous aurez des NIR corrects et certifiés. Et puis, vous pouvez réaliser une première sur l'environnement de test. Et moi, j'ai tendance quand même à vous dire, c'est pas seulement une première, c'est bien de commencer maintenant parce que du coup, vous auriez 3 DSN de test et avec 3, vous êtes quasiment sûr et certain. On sait, hein, c'est à peu près entre 2 et 3 mois. Donc, c'est entre 2 et 4 fichiers DSN pour être à peu près serein et avoir corrigé surtout les anomalies et les problèmes de paramétrage qui pourraient se présenter. C'est pas sûr, hein. Il est possible que vous en ayez, mais il est aussi fort possible que ça marche du premier coup. On a eu une question un jour d'une collectivité là dans les présentations qu'on faisait qui nous disait « mais moi j'ai les comptes rendus métier, mais ils sont tous OK. Ça m'inquiète. » Ah non, ça ne doit pas vous inquiéter. Vous avez le droit d'avoir un plan de paye simple, vous avez le droit d'avoir des NIR certifiés, vous avez le droit d'être à jour sur tous les éléments et d'avoir un paramétrage relativement simple et d'être bon du premier coup. Ça arrive et ça arrive souvent, donc ne soyez pas inquiets. Mais par contre, si vous pouvez dès maintenant déposer une première DSN sur la plateforme de test, ça vous aurez le bilan d'identification des salariés qui va revenir, donc vous saurez si vos NIR sont certifiés. Si c'est le cas, pas de surprise. Vous aurez les retours du pass et vous aurez les taux de pass effectifs en janvier, puisque je vous rappelle que les taux de pass sont valables 2 mois après leur publication. Donc celui d'octobre va être valable novembre-décembre. Donc c'est celui que vous utiliserez pour la paye de décembre et c'est celui qui sera actif pour la paye de janvier. Et puis vous pouvez d'ores et déjà informer les agents du passage à la DSN pour la paye de janvier 2022. Pour le premier trimestre 2022, et là on aurait pu dire que pour le mois de janvier quasiment, hein, eh bien vous allez devoir finaliser le tableau récapitulatif 2021 et puis la DATSU 2021 parce que vous devez les déposer avant le 31 janvier 2022. Vous allez faire bien évidemment tourner la paye de janvier 2022 avec un logiciel compatible DSN, donc sur la DSN. Vous allez déposer la DSN du mois principal déclaré janvier avant son échéance au 5 ou au 15 février 2022. Et surtout, vous ne faites plus les anciennes procédures substituées par la DSN. Passereau, le dernier, c'est sur les salaires de décembre. Si vous faites un passereau sur les salaires de janvier, on va dire « Oh, je suis un petit peu inquiet, ça se trouve, la première DSN, ça passera pas ou pas ?» Eh bien, vous allez vous retrouver avec un prélèvement d'impôt sur le revenu dû à passereau et puis un deuxième prélèvement d'impôt sur le revenu dû au pass qui est dans la DSN du mois de janvier. Et ensuite, pour récupérer les sous qui ont été versés à l'administration fiscale, et ce n'est pas totalement illogique, il y a toute une série de barrières et de sécurité en place, ça peut être un peu plus long que de faire attention à ne pas faire les deux. Donc surtout, pas de double commande, pas de choses en double. Alors, réutiliser certaines anciennes procédures qui ne sont pas relatives aux cotisations, c'est pas en soi, c'est pas pratique, parce que ça veut dire que ce que vous venez de faire va passer en anomalie ou en difficulté de gestion pour l'organisme, mais c'est relativement tranquille pour vous. C'est peut-être une sécurité. Par contre, pour tout ce qui est cotisation et déclaration telles qu'on les voit là, si vous faites un doublon, vous aurez double déclaration, double prélèvement, et après, ça veut dire du travail pour essayer de corriger. Donc bon, pas d'inquiétude. Vous avez aussi une aide et une assistance de la part de vos différents organismes de protection sociale qui sont à côté de vous. Et en cas de doute, vous les interrogez, vous consultez les fiches consignes, éventuellement vous envoyez un message. On va tout faire pour essayer d'être au plus près de vous, pour faire que vous ayez un passage à la déclaration sociale nominative le plus serein possible. Première partie de questions-réponses, sachant que vous avez dans le chat et derrière les questions des experts des différents organismes, y compris des amis, et je les remercie d'être présents de la Caisse de dépôt et consignation, qui peuvent répondre à des questions spécifiques, que ce soit sur PEPS ou que ce soit sur les fonds complémentaires qui sont derrière, qui s'adossent sur la CDC. C'est un interlocuteur que vous connaissez bien, et ce sont surtout des interlocuteurs qui vous connaissent bien et qui nous sont d'une grande aide pour répondre aux questions métiers que vous posez. Donc je pense qu'une bonne partie, si ce n'est la totalité,
des réponses ont été apportées aux questions que vous aviez posées. Bah ouais, je ne vois pas en attente. Il n'y en a qu'une qui est en attente, mais est-ce que vous pouvez avoir des éléments sur les conventions de paye avec la DGFiP placées auprès de la DGFiP que vous pourrez l'obtenir? On ne fait que citer ce cas-là si vous étiez effectivement dans ces conditions. Et puis bon, oui, Madame Nadia Caillot qui pose la question et qui trouve une réponse auprès de Sophie Caillot, c'est est-ce que je peux envoyer une DSN à titre d'essai? En envoyer une au mois d'octobre, et Sophie a bien raison, surtout, vous déposez la DSN sur la plateforme de test. Vous ne déposez pas une DSN simplement en cochant test. C'est toujours risqué, parce que si jamais un jour vous oubliez, eh bien vous allez faire une DSN en réel, qui va passer dans le système et qui va mettre en anomalie tout ce que vous allez pouvoir faire à côté, y compris cette DSN, et du coup, c'est vraiment le moyen le plus embêtant et le plus complexe dans toutes les gestions qui sont en place. Alors, Madame Giraud, pouvez-vous nous donner les codes entreprises de la CNRACL et de l'IRCANTEC pour confirmer ceux que j'ai trouvés? S'il y a une base d'informations qui est la plus officielle, la plus à jour et la plus efficace aujourd'hui, c'est celle de Net Entreprise, puisqu'elle est alimentée par l'ensemble du collectif des organismes de protection sociale. Elle est validée par les tutelles DGAFP, DGCL, DGOS. Et donc, ces éléments et les numéros qu'on vous a donnés sont les bons. Vous aurez du mal à trouver une meilleure source d'information. Les humains que nous sommes ne peuvent que rajouter des éléments de contact et de personnalisation de ces questions, mais la source, vraiment la source à laquelle vous êtes allé chercher l'information est vraiment la bonne. Et puis, Madame Belloni, alors là, j'ai une question. Le blé, c'est le moyen que le logiciel de paye transmet la DSN sur Net Entreprise. Il y a peut-être soit une faute de frappe dans la phrase, soit il y a un mot que je ne comprends pas, c'est-à-dire le blé. Et là, du coup, c'est un peu gênant. Madame Giraud, on est en train de vous répondre. Vous êtes plus rapide que Madame Cournet, qui était déjà en train de vous répondre à la première question. Donc, je pense que le fichier va suivre. Voilà, vous avez directement le lien qui est, merci Madame Cournet, vous avez le lien qui est possible, Madame Giraud, qui est accessible, ainsi que pour tous les autres participants, pour l'IRCANTEC ou pour la CNRACL et le RAFP. Il y a juste une question de Madame Morin qui demande ce qu'est la TR 2021. Alors, le tableau récapitulatif, c'est finalement les éléments qui sont relatifs. C'est ce qui est transmis à l'URSSAF et qui permet de collecter et de collationner l'ensemble des informations relatives aux cotisations qui ont été versées. Et ensuite, on va sur monursaf.fr et on va vérifier que ce qu'on a sur ce tableau, effectivement, correspond réellement à la somme à la concaténation de toutes les informations qui ont été transmises à l'URSSAF. Vous savez qu'avant la DSN, vous aviez un système déclaratif de cotisation avec des montants des cotisations agrégées qui passait par la DUX et qu'ensuite on vous demandait la DASU qui permettait de rendre nominatif les cotisations qui avaient été versées de façon globale. C'est-à-dire que vous aviez versé des sommes globales au titre de l'employeur, de l'établissement, et là, à la fin de l'année, on vous demandait, et c'était la partie la plus compliquée, c'était très long, on était dans l'obligation de faire ce lien. Le tableau récapitulatif, c'est la reprise de ces éléments-là. Alors, je pense, Mme Pépin, que vous allez avoir une réponse par nos amis de la CDC. Si vous avez fait une DSN de test, je vais vous donner un élément. Si vous avez fait une DSN test pour la paie de septembre et que vous ne l'avez pas faite sur la plateforme de test dont on va vous montrer comment vous y inscrire dans les slides, dans les minutes qui vont suivre, la CNRACL et la CDC, l'IRCANTEC et les autres ne l'ont pas reçu. Ça s'arrêtait au premier bloc de vérification, c'est-à-dire est-ce que le fichier est lisible. Les éléments n'étaient pas transmis. Vous allez voir que quand vous êtes sur la plateforme de test, ça va jusqu'au bout
à l'ensemble des interlocuteurs. Et donc là, on est bien sur la 29. Et donc, je vais céder la parole à Aurélie. Oui, merci. Qui va prendre la suite. Merci. Alors, on va vous parler d'accéder à la DSN via le site Net Entreprise. Donc, il faut en effet être inscrit à Net Entreprise et il faut avoir un compte administrateur ou demander à la personne qui a le compte administrateur de vous créer un compte déclarant. Donc après, il faut bien se connecter, cliquer sur connexion et ensuite vous avez un menu personnalisé et il faudra bien ajouter la DSN dans votre menu puisqu'en fait, selon les téléservices dont vous aurez besoin, vous pouvez les ajouter, les supprimer, c'est assez modulable. Mais pour moduler votre compte, il faut un compte administrateur. Si c'est un compte déclarant, il faut demander à l'administrateur de rajouter les services pour que vous puissiez les utiliser. Vous n'avez pas la main pour le faire. Quand vous créez votre compte administrateur, c'est 3 maximum par SIRET. Et il faut vous ajouter directement votre habilitation. Vous créez vous-même votre question secrète et vous y répondez. Et vous créez un mot de passe. Voilà, je crée mon compte, accepter les conditions, répondre à la question secrète. Particularité pour vous, vous êtes un organisme ou une entreprise publique, un employeur, des fonctions publiques ou régimes spéciaux. Et il faudra bien ajouter la DSN en déclaration, puis cocher général. Et surtout, vous allez recevoir un mail d'inscription. Pensez bien à valider votre mail, puisque tant que ce n'est pas fait, vous ne pourrez pas y avoir accès. Et toutes les déclarations pour lesquelles vous vous enregistrez sont accessibles en moyenne sous 24 heures. Voilà. Validez le mail et attendre 24 heures. De toute façon, vous verrez, il y a des blocs de couleurs qui apparaissent sur Net Entreprise en haut et il y a le délai qui apparaît. Et quand vous vous connectez, ça vous met accessible sous 24 heures, puis accessible sous quelques heures. Ça vous dira exactement comment faire. Et là, il y a des petites vidéos et des tutoriels directement sur Net Entreprise. Et là, on répond à la question de Madame, je ne sais plus, Madame Chapéron, s'inscrire sur l'environnement de test. Voilà, il n'y a pas... tout est inscrit ici. Je ne sais pas s'il y a des questions. Et il y a un lien directement sur le diaporama. Je pense qu'il n'y a pas de questions. Il y avait juste, excuse-moi, Henri, il y avait juste une question. Il y a Madame Marie-Line Pépin, mais là, c'est moi qui ai une question à lui poser. Mais notre logiciel de paye le fait systématiquement car CRM reçu URSSAF OK. Ça serait intéressant que vous nous disiez quel est le logiciel que vous utilisez et si vous étiez sur la plateforme de test ou si vous étiez en mode test. Et ce que je peux vous certifier, c'est que si vous n'étiez pas sur la plateforme de test, l'ensemble des organismes n'a pas reçu les éléments que vous avez postés sur votre DSN. Donc, si vous aviez quelques secondes pour confirmer, pour compléter la proposition que vous nous faites, on va pouvoir en parler. Mais voilà, c'était juste ça. Excuse-moi, Aurélie. Non, mais après, moi, je devais m'arrêter à la test. Donc, je ne sais pas si Pierre-Yves reprend la main pour l'environnement test ou pas. Moi, j'avais présenté ce que je devais présenter. Notre logiciel de pub festival. Ouais. Donc, Pierre-Yves est en cours de rebrancher son micro. Je vais prendre la suite sur l'inscription. Là, vous avez le pas à pas. Hein, Aurélie vous a présenté l'inscription ou le complément d'inscription sur Net Entreprise. On a la même chose sur la plateforme de test. Le fait d'être inscrit à Net Entreprise ne vous inscrit pas automatiquement à la plateforme de test. Il faut le reprendre. Par contre, vous pouvez mettre les mêmes noms, prénoms, mots de passe et autres informations qui sont sur le sujet. Pierre-Yves essaye de se reconnecter, mais il n'arrive pas à ouvrir le micro. Et donc, du coup, je continue. Donc, vous avez ce pas à pas.
on n'a pas… Allez, vas-y Pierre, je sens que tu es arrivé. Ah, merveilleux. Quand tout fonctionne, qu'est-ce que c'est beau. Alors, donc oui, non, alors la plateforme de test, mais rien d'exceptionnel, hein, c'est très coordonné, donc vous y accédez, donc on le disait tout à l'heure, via NetEntreprise, à travers l'adresse http test.net-entreprise. Vous renseignez les éléments concernant votre SIRET, nom, prénom demandé, vous cliquez sur la connexion, et ensuite vous allez suivre les menus qui vont vous demander d'accepter les conditions générales, de choisir un mot de passe, et sur la page récapitulative des données, de vous inscrire au service NetEntreprise. Donc, de la même façon qu'à un moment donné, Aurélie précisait que vous inscrivez l'ADSN dans les éléments de données à renseigner et déclaratives que vous souhaitez effectuer. Donc, afin de transmettre l'ADSN, vous devez sélectionner dans chaque bloc les informations qui sont précisées. Ensuite, des validations des déclarations s'ouvrent. Vous reconnaissez avoir pris connaissance des termes en fait, contractuels en cliquant sur « J'accepte ». Et puis, une fois que les inscriptions sont réalisées, vous devez surtout impérativement consulter la messagerie et valider le mail en cliquant sur le lien qui en fait finalisera le processus et vous permettra d'accéder donc derrière à l'envoi des données. Donc, alors, le principe de la plateforme de test. Quand il existe un administrateur qui est déjà inscrit pour une entreprise, tous les administrateurs qui s'inscriront par la suite devront activer ou faire activer leur inscription. Alors, de façon, soit en demandant la cooptation par mail, ce qui se fait de façon classique, habituellement c'est comme ça. C'est-à-dire que ça permet l'envoi d'un mail à l'ensemble des administrateurs qui sont inscrits, qui les informent de l'inscription qui est donc opérationnelle. Les administrateurs donc devront se connecter sur leur compte pour accorder ou voire refuser, mais pourquoi, je vous le demande, cette inscription en cochant la case afférente à leur choix. Et donc, deuxième option, saisir la clé d'activation. Donc, la clé d'activation, elle est transmise par courrier postal à l'adresse de l'établissement. Des réceptions de cette clé, on se connecte, on la saisit et donc on a accès. Alors, c'est pour ça que je favorise en fait le principe de cooptation parce que c'est rapide et il n'y a pas de principe déjà dans la durée de recevoir le courrier et puis deuxièmement d'égarer éventuellement des codes et on sait que dans des grosses structures le papier aujourd'hui c'est pas ce qui est conseillé en termes de communication. Donc les inscriptions à la plateforme de test, moi j'y reviens pas, c'est juste que là en fait vous avez de façon très coordonnée les éléments quasiment en page à page par rapport au fait justement de la cooptation entre l'administrateur et puis les autres co-administrateurs pour pouvoir accéder aux données. Alors évidemment, si au bout de 15 jours, la demande de cooptation par mail ou la saisie de clé d'activation n'a pas été validée, l'inscription du nouvel administrateur sera automatiquement supprimée. Donc, en fait, c'est un principe de précaution. Mais on est quand même sur du HTTPS, comme le système bancaire. Donc, si au bout de 15 jours, cette demande n'a pas été validée, voire refusée, elle est complètement supprimée et donc il faudra procéder de nouveau à une demande. Alors, l'environnement de test. Mais, concrètement, c'est l'inscription à la plateforme de test dont on parlait et auquel on a répondu à travers vos questions qui ont été posées en amont. Le dépôt des déclarations via l'accès au tableau de bord et à l'API. Donc ça, on va y revenir et je vais laisser Aurélie aborder le sujet du tableau de bord, justement. Le contrôle norme et vérification d'appartenance pour les SIRET. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui va être abordé. La transmission des DSN et des bilans de traitement. Donc, ça fait partie de l'environnement de test aussi. La transmission des données à la CDC, la transmission des données aux organismes complémentaires, à la MSA et les retours d'informations par rapport aux OPS sur le tableau de bord. Donc, l'environnement de test, il vous permet de générer des événements ou des DSN de test pour vérifier la conformité. Alors, pas seulement le fait que cette DSN, elle passe bien, elle soit bien reçue, mais que dans la conformité, quand on l'ouvre, elle puisse être lue correctement et que les données qui ont été implémentées sont les bonnes pour pouvoir être traitées derrière. Et là, devant vos yeux ébahis, je laisse la main à Aurélie pour la consultation du tableau de bord. Oui, alors, le tableau de bord donc, est dans votre onglet DSN. Il se présentera comme ça. Vous avez donc l'identifiant du déclarant,
vos retours, la synthèse des déclarations déposées, acceptées ou rejetées, la zone de dépôt et une porte d'entrée. Ce qu'il faut surtout dans la synthèse des déclarations déposées, acceptées ou rejetées, c'est bien ouvrir toutes les petites loupes ainsi que les retours en dessus. Il y a des petites loupes à droite, puisqu'en fait, quand vous envoyez une déclaration, ça va vous envoyer un premier compte-rendu de conformité, ça va vous dire « Ok, votre demande est conforme ». Par contre, derrière, par exemple, concernant les attestations de salaire, vous faites une déclaration d'arrêt de travail, votre demande est conforme. Par contre, derrière, il faut que la caisse primaire arrive à reconstituer l'attestation de salaire pour qu'on puisse payer l'arrêt de travail, l'accident de travail, la maternité, etc. Et donc, dans la petite loupe, vous aurez le deuxième élément qui vous confirmera que nous avons réussi à reconstituer l'attestation ou pas. Il y a en fait 2 comptes rendus, il ne faut absolument pas s'arrêter au premier. D'où l'importance des petites loupes. Ce n'est pas parce qu'une déclaration est conforme que derrière, le dossier sera traité correctement. Bon, c'était tout pour le tableau de bord, je pense, oui. Ça, surtout, on vous conseille surtout de bien le vérifier quand vous débutez. Après, vous aurez l'habitude, puis il y a quand même des comptes rendus. Mais c'est vrai qu'au tout début, il faut être vigilant. Alors après, sur le tableau de bord, Aurélie, si je reviens sur la slide juste avant, quand on est en fait en mode PowerPoint, vous avez récupéré le document, vous avez en fait une petite vidéo de consultation du tableau de bord qui est très explicite, c'est très exhaustif et ça vous permet d'avoir une vision globale en fait de la consultation du tableau de bord et de ses apports en fait en termes d'alimentation et de suivi. Vas-y, Roy. Oh ben, j'avais fait le tour, voilà, il faut vraiment bien vérifier toutes vos déclarations, tous vos comptes rendus et bien suivre tous les éléments pour pas dire, ben, je sais pas, ma déclaration était conforme et l'arrêt n'est pas payé. Oui, évidemment, parce que derrière, si on ne l'a pas reçu, donc voilà, on vous demande surtout au début d'être très vigilant. Après, sur le tableau de bord, oui, je vous conseille évidemment de regarder la petite vidéo. Il y a différents tutoriels et beaucoup d'informations aussi sur le site Net Entreprise. Tu voulais rajouter quelque chose, Pierre-Yves? Non, non, c'est complet. Après, je ne sais pas, Didier, si on ne pouvait pas lancer la vidéo en live. Oui, si, mais moi, je pensais que M. Contao en direct, c'était aussi efficace. Mais voilà, je vous propose une première vidéo. Je réponds juste à Patricia Legros. Je l'ai arrêté, vas-y. Pardon. Madame Legros, je vous confirme que la DSN, avec le signalement arrêt de travail, remplacera l'attestation de salaire en mode manuel, à l'ancienne, en EFI, sauf pour les temps partiels thérapeutiques. Les temps partiels thérapeutiques sont à faire sur Net Entreprise en EFI, entre guillemets, à l'ancienne. Pour l'instant, ça ne passe pas en DSN. Mais les autres maladies, paternité… Pardon. C'est pas grave. Excuse-moi. C'est pas grave. Donc, en effet, la DSN se substitue aux arrêts de travail et aux déclarations d'arrêt de travail à l'ancienne, sauf pour le temps partiel thérapeutique. Voilà. Là, du coup, maintenant, je peux le lancer alors. Oui, je pense. Vas-y. et ensuite, Pierre-Yves peut reprendre la main avec M. Contao directement après cette petite vidéo. Est-ce que vous m'entendez déjà? Très bien. Parfaitement bien. Ouais, ben parfait, j'ai fait des manips. Merci beaucoup pour enseigner toutes les personnes qui étaient là. Il faut que vous sachiez que jusqu'au dernier moment, on a eu des petits soucis de connexion. A été obligé de se reconnecter par 2 fois pour nous rejoindre. Bienvenue, merci. Je lance les vidéos et ensuite, messieurs, c'est à vous. Nicolas Longin, directeur général des services du centre de gestion du Finistère.
Alors, l'ADSN en 3 mots, c'est une simplification pour les collègues qui sont en charge des ressources humaines sur la déclaration des charges. C'est également une sécurisation pour nos tiers dans l'ensemble de nos déclarations. Et puis, in fine, pour les agents, c'est une amélioration du suivi de leur situation quand il se passe un certain nombre d'événements qui les concernent directement. Citons par exemple les remboursements d'indemnités journalières de sécurité sociale pour ceux qui sont concernés. Pour moi, le bénéfice, c'est vraiment pour les collectivités d'avoir réussi à anticiper, d'avoir expérimenté et d'avoir pris le temps nécessaire pour bien ajuster leur processus interne. Le rôle de l'association des DRH des grandes collectivités, c'est vraiment d'accompagner au quotidien l'ensemble du réseau des professionnels des RH. Et donc l'ADSN faisant partie de ces évolutions réglementaires majeures, on a depuis le départ noué un partenariat avec le GIP pour les accompagner dans cette évolution réglementaire importante. Pour passer à la DSN en 2022, il faut vraiment commencer le plus tôt possible cette démarche de préparation, d'anticipation, et c'est pour ça que le centre de gestion du Finistère s'est associé au GIP et à la Caisse primaire d'assurance maladie pour être dans cette démarche proactive de formation, d'information tout au long de l'année 2021. Alors les collectivités peuvent s'appuyer sur le centre de gestion qui a développé une expertise forte en matière de DSN et qui accompagne au quotidien et sur toute l'année 2021 l'ensemble des collectivités pour qu'elles soient prêtes et qu'elles bénéficient de notre expérience en matière de DSN. Alors le conseil, c'est vraiment l'anticipation et c'est de suivre l'ensemble de ce qu'on a préparé pour vous, collectivités, pour rythmer l'année et être prêt au 1er janvier 2022 pour ce passage à la DSN. Et maintenant, donc, si vous réouvrez votre micro, monsieur Contao, parce qu'on l'a éteint, et Pierre-Yves, je vous laisse la parole, messieurs. Très bien. Oui, effectivement, un gros merci à monsieur Contao que toutes les structures de Nouvelle-Aquitaine nous envient. Nous, on a la chance de l'avoir avec nous encore une fois aujourd'hui pour participer et puis surtout pour nous apporter un retour d'expérience par rapport à la DSN, à la pratique. Du coup, monsieur Contao, je vais vous laisser nous parler un petit peu de vous, qui vous êtes, comment vous fonctionnez, nombre d'agents, de SIRET. Voilà, je vous laisse la main et puis je vais vous poser quelques questions à suivre. Ok. Bonjour à tous. Et vous m'entendez quand même? Est-ce que vous m'entendez? Impeccable. Ah, ok. Bon, bonjour à tous. Abdoulaye Contao, CDG 87, donc. Bon, comptabilité paye, hein, et on est une petite structure, hein. On a 28 agents et en moyenne, on fait 50-55 payes par mois et on est en DSN depuis le 1er janvier 2020. Donc, on est passé, comme vous le savez, comme tous les autres CDG, en expérimentation et ça nous a vachement simplifié la vie. Donc, tous les mois, la DSN suit le train de paye et on n'a plus de déclaration à faire à gauche et à droite. C'est le maître mot, c'est vraiment la simplification, quoi. Et en fin d'année, on n'a plus les déclarations annuelles, plus de dates dessus. Donc ça, c'est de ce côté-là, ça nous a vachement facilité les choses. Donc la mise en place de la DSN chez nous, comme a dit le collègue du CDG de Finistère, c'est ça? Et c'est l'anticipation, effectivement. Donc nous, c'était on a un logiciel qui est compatible. Il faut avoir un logiciel compatible, bien sûr. Et la mise en place, les paramétrages ont été faits par les techniciens, l'éditeur du logiciel. Donc, nous, le rôle qu'on avait eu à l'époque, c'était de fournir, bien sûr, les données et d'être là quand il y avait des questions. Mais sinon, le paramétrage, c'est vraiment l'éditeur qui va s'en occuper. La collectivité aura juste à fournir les informations parce que le paramétrage technique, on l'aura pas.
Donc, c'était en octobre 2019 qu'on avait commencé à réfléchir et ils sont venus, ils nous ont rencontrés, on a fait quelques réunions et ensuite le paramétrage. Donc, depuis là, tout se passe bien. On a quand même mis un petit souci au début parce que en janvier 2020, on avait fait une Pass'Ro et une DSN dans le même mois. Donc, ça avait posé des problèmes, notamment avec le pass, avec le prélèvement à la source. Donc, c'était un problème pour rectifier, mais bon, on a pu résoudre quand même le problème avec ce qu'on appelle les blocs de régule. Donc, ça permet de corriger les erreurs du mois de janvier sur le mois de juin. Et là aussi, c'était du paramétrage technique. Donc, on était là avec les techniciens pour pouvoir résoudre le problème. Donc, la simplification, comme j'ai dit, et puis ça nous a vachement simplifié les choses. Donc, si vous avez des questions sur des aspects de la DSN, ça va faire bientôt 2 ans qu'on le fait. Donc, je ne dirais pas qu'on a de l'expertise, mais ça commence à aller, oui. Dans le cadre des bonnes pratiques, M. Contao, est-ce que ça a nécessité pour vous une organisation interne particulière? Alors, à partir du moment où on a eu il y a des déclarations qu'on continue à faire. Par exemple, on continue à faire la déclaration de fin d'année pour les fonds de compensation du supplément familial de traitement. Il y a des petites choses là qui demeurent encore. Je crois que la déclaration pour l'emploi des personnes handicapées continue encore jusqu'en 2022. Donc, il y a des petites choses comme ça. Mais sinon, nous, ce que ça nous a facilité entre services, c'est vraiment cette simplification et les données sont collectées, la sécurité. On a informé les agents, bien sûr, pour les assurer de la simplification que ça a généré. C'est-à-dire qu'on a finalement un point unique de collecte des informations. Donc, de ce côté-là, c'est un réel gain de temps, quoi. Donc, après, ça n'a pas généré de tâches supplémentaires, en fait. Ça nous a plutôt simplifié les choses. Est-ce qu'on peut dire, a posteriori, là, avec le recul que vous avez par rapport à la pratique, après avoir justement éprouvé la solution, est-ce que vous avez un gain de temps dans la collecte et dans l'aspect déclaratif? Vachement. En fait, une fois que… Après, si on n'a pas de mouvement dans la paye, on a un gain de temps parce qu'au final, tout est électronique, tout est dématérialisé. On a un gain de temps fou. En fait, à partir du moment où on a fait nos bulletins de salaire et qu'on a envoyé notre paye à la trésorerie, la déclaration, elle nous prend 1 heure, quoi. Moi, je vérifie toujours. Je vérifie que le fichier soit conforme. Je vérifie les données de façon vraiment rapide. Et le gain de temps, il est phénoménal. Donc, non, on a gagné en temps, ouais. Clairement. Très bien. Je vous remercie, M. Contao. Si vous avez des questions, profitez-en pour nous les poser. On est disponible pour ça. C'est un moment qui nous est réservé, donc profitons-en. Alors moi, j'ai rouvert j'en profite, ce n'était pas avec une question, mais je l'ai fait ce matin et c'est avec beaucoup de plaisir que Aurélie, Pierre-Yves et les autres membres des organismes de la sécurité sociale, que je vous souhaite un excellent anniversaire, puisqu'aujourd'hui, on est quasiment à quelques jours près aux 76 ans de la sécurité sociale. 4 octobre 45, donc ça veut dire que c'est pas Monsieur Contao était en train de nous dire que 2 ans de DSN, il pouvait parler d'expertise, alors 76 ans, on n'en parle pas, je vais profiter, mais c'est aussi pour dire que la modification qu'a apporté la DSN, on est, je vous disais, à plus de 23 millions de lignes de salaire par mois qui transitent par la DSN avec un taux de conformité de 95%. Sur une organisation ancienne, lourde et aussi prégnante que la sécurité sociale en France, c'est quand même une belle réussite et une belle avancée. Donc, je profitais de cet anniversaire pour vous en féliciter et pour dire combien, au niveau des déclarants qui font un métier complexe que celui de la paye,
c'était rassurant de savoir qu'il y avait cette pérennité, cette durée de vie, cette solidité de l'organisme qui fonctionne en face. Alors, à travers ça, dépoussiérer l'ordonnance de 45 avec une évolution technologique, c'est toujours un plaisir. Ça, c'est inéluctable. Pour autant, c'est vrai qu'on est toujours à disposition des entreprises. On a parlé des collectivités territoriales, on est à votre disposition si vous vous accompagnez, tout comme on le fait pour le secteur public depuis 2013 maintenant. Donc, les questions qui ne seront pas posées, là dans le chat ou directement, vous pouvez nous les poser aussi a posteriori. On reste toujours disponible. On a une adresse pour le comité régional Net Entreprise, donc on pourra vous accompagner et vous mettre en relation avec les bons intervenants. On a le témoignage de Madame Lascaux-Giraud, je suis passé à la DSN le 1er janvier 2021 et elle est d'accord avec M. Contao sur le fait que gain de temps et simplification. Il y avait une question posée à M. Contao sur les codes des organismes. Est-ce que c'est Nathalie Chavon qui pose la question? Est-ce que le paramétrage par les développeurs, enfin plutôt, est-ce que les développeurs ont renseigné les codes des organismes directement dans le logiciel? Oui. Donc, ce n'est pas forcément à faire par la collectivité. Par la collectivité, non. Vous savez, il y a je ne sais pas si vous avez vu ces cahiers-là qui fait 300 pages avec des codes et avec la mise en pratique de la DSN, on avait beaucoup utilisé ce document-là pour voir un peu, pour vérifier ce que font les éditeurs. Mais c'est l'éditeur qui avait tout fait. Nous, on était revenu dessus juste pour vérifier que certains correspondent aux intitulés et après, c'était eux qui avaient tout fait. J'adore la réponse de M. Contao. Oui, comment est-ce qu'on peut trouver les codes? C'est facile, c'est dans un petit cahier de 300 pages. C'est vrai quand il est bien en disant que ça a été importé par l'éditeur. Mais pour ceux d'entre vous qui sont issus de formation comptable, on est sur le même modèle que le plan comptable. Vous avez des rubriques avec des adresses informatiques pour les retrouver. Mais oui, bien évidemment. Et donc, pour ceux qui demandaient le modèle, vous venez de recevoir un lien pour aller chercher le modèle de courrier pour informer les agents. J'en profite, puisqu'on parle d'informer les agents, pour vous signaler que depuis maintenant plus d'1 an, existe un site qui s'appelle mesdroitssociaux.gouv, auquel je suis sûr et certain que la totalité d'entre vous est déjà inscrit, puisque ce site vous permet de consulter vos informations. Tout ce qui a été transmis dans le cadre de la DSN ou d'autres informations dématérialisées sont disponibles sur ce site. Et donc, chaque individu, chacun d'entre nous peut, avec son numéro de sécu et l'identification numérique, pour certains, vous l'avez déjà, pour d'autres, il va falloir le faire, avec votre identification numérique personnelle, vous pouvez accéder aux informations qui sont transmises par la déclaration sociale nominative et ainsi voir si c'est en relation avec ces éléments que vous connaissez, avec les fiches de paye ou autres. Donc, c'est vraiment le RGPD, donc le Règlement général de protection des données, donne des droits et des protections aux individus. Et bien, mesdroitssociaux.gouv.fr, c'est le site internet qui vous permet d'avoir cet élément clair. Et pour Madame Chavon, on va s'arranger pour vous adresser les codes, je pense, puisque mes collègues sont fans de pouvoir le faire, mais c'est vrai que on est avec d'une région à l'autre, vous nous en excuserez, mais avec Sophie, on passe d'une région à l'autre et on n'a pas les codifications, les éléments précis relatifs à chaque organisme localement. Donc, mesdroitssociaux.gouv, vous devez y être et vous allez vous apercevoir que par la DSN, on fera remonter des informations à l'employeur quant à un individu. Alors, individu, c'est pas péjoratif, c'est parce que c'est le rôle commun. On peut être un individu, il peut être agent de la fonction publique, salarié, chômeur, en arrêt maladie. C'est l'individu à la base, c'est pour ça qu'on dit individu. Chacun doit pouvoir maîtriser les données qui sont publiées sur lui et qui sont transmises sur lui, et c'est une bonne façon de le faire, sachant que les évolutions énormes qui ont été faites
dans la gestion des droits à retraite et des reconstitutions de carrière, auxquelles vous pouvez accéder maintenant depuis quasiment en totalité à partir de l'âge de 55 ans et partiellement dès l'âge de 35 ans. Tout ça, c'est dû à cette fameuse dématérialisation et simplification emportée par les logiciels. Maintenant, l'ultime connu aujourd'hui étant la DSN. Et du coup, on a un vrai suivi et un vrai chaînage d'informations, un vrai suivi des individus et des contrats qui permet d'être beaucoup plus serein. Ça demande du paramétrage, M. Contao l'a dit, ça demande de prendre le temps, de changer certaines habitudes. Il n'y a pas de mise en danger, en dehors du stress que vous avez de réussir ou pas, mais tout changement crée ce danger. Mais à l'arrivée, vous allez pouvoir en bénéficier et vous saurez bientôt, comme pas 95, puisque c'est le taux de conformité, mais je pense qu'aux alentours de 80% des entreprises qui utilisent la DSN sont aujourd'hui ce qu'on appelle en DSN presse-bouton, c'est-à-dire que elles font tourner la paye normalement, et quand la paye a tourné, le fichier DSN est prêt. Est-ce qu'il y a d'autres Sophie, as-tu détecté d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu? Vous avez quasiment répondu à tout. C'est fort, ça. Après, oui, on est fort, mais on ne le crie pas trop fort. Je veux dire, c'est le comité limousin, c'est comme ça. Du coup, je vais répondre à Madame Caillot, à la place de Madame Caillot, qui nous dit à partir du 1er janvier, nous devons toujours passer par une déclaration test avant un envoi réel. À partir de janvier 2022, vous allez être en réel, mais vous allez avoir la possibilité d'avoir des DSN annulés en place. C'est-à-dire que vous allez pouvoir envoyer une première DSN et éventuellement, avant l'échéance du 5 février 2022, vous pourrez en renvoyer une seconde en portant des corrections. Sauf que tous les organismes ne reçoivent pas la DSN avant l'échéance. Par exemple, la CDC, donc la CNRACL, l'IRCANTEC, le RAF, tout ça, tous ces fonds qui sont derrière la CDC ou d'autres d'ailleurs, le reçoivent avec 3 ou 5 jours d'écart, c'est-à-dire le 8 ou le 18. Donc de toute façon, s'il y a des anomalies détectées, vous ne recevrez la complétude des demandes de modification ou des anomalies détectées qu'après que vous l'ayez définitivement posté. Donc ce n'est pas très utile d'utiliser cette méthode. Par contre, c'est pour ça qu'on vous invite, et voire même on vous incite à passer par la plateforme de test dès maintenant, parce que vous faites une DSN en réel et on a des retours, et vous pouvez faire les corrections. Ça vous demande peut-être un peu plus de temps aujourd'hui, mais ça va vous amener beaucoup de sérénité et surtout beaucoup d'évolutions possibles avant de passer en réel en étant tranquille, puisque vous n'avez pas de notion d'échéance quand vous êtes sur la plateforme de test et avant le 1er janvier 2022. Après, ça sera différent puisque vous aurez les échéances du 5 du mois suivant pour les poster en direct. Donc, sur la plateforme réelle, les DSN que vous postez, certains organismes ne les reçoivent qu'après l'échéance, donc les contrôles du métier ne seront pas d'actualité. Il y a une question. Ah oui, c'est Mme Caillot a répondu. Enfin, il y a une question sur la convention paye avec la DGFIP de Michel Morin. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que vous confiez à la DGFIP la gestion de votre paye, mais dans le cadre d'une convention spécifique en bipartie qui est faite avec eux. Donc, c'est difficile de vous donner les conditions, la façon dont ça se fait ou pas. C'est vraiment auprès de la DGFIP que vous pouvez obtenir ce renseignement. Ça sera avec plaisir que je vous répondrai, Mme Morin, autre chose que ce que je sais. Mais malheureusement, alors, j'ai répondu, mais c'était pas visiblement pas aussi clair que je l'aurais souhaité. J'en suis désolé. Et vous parliez aussi de la paye. De toute façon, nous, aujourd'hui, on ne la fait pas. On avait préparé le projet pour proposer aux collectivités de faire la paye à façon, mais entre-temps, on a changé de conseil d'administration. Donc, ce n'est pas dans les priorités de la nouvelle équipe du CDG 87. Donc, aujourd'hui, on n'en fait pas. Par contre, vous savez, s'il y a un centre de gestion AMI qui est proche, parce que normalement par région. Le 23. Voilà, donc ceux qui effectivement souhaiteraient prendre. Et vous savez comment on fait pour les contacter, ou on passe par vous et vous renvoyez sur le CDG Oui, éventuellement, si les gens ont besoin, il y a le 23, il y a le 33, il y a le 47
ils font tous la paye à façon. Donc, j'ai cru qu'ils faisaient un loto. Et, non. Là, c'est des collègues avec qui on échange régulièrement. Donc, d'accord. Qui le font et qui vont pouvoir aider. Oui. Et le 14 aussi, il me semble qu'il fait. D'accord. Merci. Merci, M. Contao, pour ce témoignage, hein, qui est un témoignage éclairé avec un recul dans la pratique, hein, par rapport à cette arrivée de la DSN, l'anticipation, l'accompagnement avec le développeur, l'éditeur du logiciel, les tests, et puis après le fait d'éprouver la solution au fil de l'eau et finalement de bénéficier des gains a posteriori, mais en ayant cette visibilité de savoir de là où on est parti et là où on est aujourd'hui. Oui. En tout cas, pour ma part, j'ai fait le tour du sujet pour aujourd'hui. Je vois qu'il n'y a pas de réponse qui serait passée à côté des questions qui ont été posées. Je ne vois pas d'autres questions rentrer. De toute façon, nous, on enregistre les questions dans leur totalité et puis on répondra si jamais il y a autre chose qui pourrait être abordée. Je tenais encore une fois à remercier M. Contao pour sa participation. Remercier Didier Kuhn et Sophie Caillot du JPMDS pour leur contribution, leur participation, et Aurélie Bois aussi pour sa participation et l'animation relative au tableau de bord. Il y a une série de questions pour vous, chers amis de l'assurance maladie, qui viennent d'arriver. Ah, c'est bien ça. Ah. Oui. Ouais, c'est le cahier technique que j'ai cherché. Oui. Alors, pour les arrêts de travail, moi, j'en étais restée quand même qu'il valait mieux attendre 3 mois pour déclarer les arrêts maladie et 12 mois pour déclarer les accidents de travail pour la reprise d'historique. Après, maintenant, il y a le chaînage du NIR. Donc, la DSN va chercher les ouvertures de droit chez les anciens employeurs. Donc, normalement, même pour un nouvel embauché, s'il y a un arrêt de travail, vous pouvez envoyer la déclaration pour un arrêt de travail, maladie, maternité, paternité, accueil de l'enfant, directement, puisque ça va reconstituer les salaires par rapport, alors normalement, à un contrat, voilà, et ça ira chercher les droits chez les anciens employeurs avec le chaînage du NIR. Mais pour les accidents de travail, il faut bien toujours attendre 12 mois. Après, ce qui est important à souligner pour ce qu'on appelle donc les arrêts de travail, les événements dans la DSN, c'est relativement simplifié pour celles et ceux qui avaient l'habitude d'utiliser, par exemple, Net Entreprise en pas à pas. Aujourd'hui, avec la DSN, en fait, il y a 4 éléments à renseigner. Il y a les données en fait du salarié relatives à son numéro de sécurité sociale, le fait ou pas de pratiquer la subrogation pour les entreprises qui le pratiquent, la date d'arrêt et puis la date de reprise, si tant est qu'on ait des éléments à ce sujet-là. À partir du moment où vous avez renseigné ça, votre DSN, elle est constituée, parce qu'après, on va aller chercher dans les bases de données des renseignements de salaire et de la profondeur d'historique dont parlait Aurélie, pour aller concaténer le tout et recomposer en fait une attestation de salaire avec des paiements au bout. Je voulais juste ajouter, en DSN, le dernier jour de travail, c'est systématiquement la veille. Quelqu'un qui vous délivre un arrêt de travail à compter du lundi, vous pouvez mettre le dimanche. Enfin, il faut mettre le dimanche et ça peut décaler les payes puisqu'on prend toujours les 3 mois précédents. Et surtout, une chose très importante, c'est concernant la subrogation. À partir du moment où vous faites la subrogation, vous mettez toujours la date maximale sur laquelle vous allez subroger la personne. Si, par exemple, vous subrogez une personne qui est en contrat à durée déterminée, vous mettez la date de fin de contrat parce qu'en fait, vous n'émettez qu'une seule DSN au début de l'arrêt. Donc, si vous limitez la date de subrogation à la date d'arrêt, vous envoyez votre DSN comme ça, la personne est prolongée, vous n'êtes pas censé refaire une deuxième attestation, ni une attestation rectificative. En plus, ça vous donne du travail en trop pour rien. Et le problème, c'est que nous, en cas de prolongation, si la date de subrogation est limitée, derrière, on va payer directement le salarié, votre agent. Et plus vous. Et après, il faut régulariser, puisque l'erreur ne vient pas de nous.
Donc, sachez que s'il n'y a pas, enfin, vu qu'il n'y a pas de convention collective, pour les agents, nous, en caisse primaire, l'arrêt de travail, c'est maximum 3 ans. Donc, on recommande aux gens de mettre 3 ans moins un jour. De toute façon, à partir du moment où l'arrêt de travail est terminé et qu'on ne reçoit plus ni le volet 1 ni le volet 2, on ne paiera plus d'indemnité journalière, ça s'arrêtera. Mais voilà, n'ayez pas peur de mettre trop plutôt que pas assez. Ne limitez surtout pas la date de l'arrêt. Après, en termes au niveau des arrêts, ce qui est important à noter aussi, c'est que ne sont uniquement à déclarer en DSN les reprises anticipées. Donc là, j'imagine que si je vous salue, j'ai 5 ou 6 questions qui vont arriver, ou est-ce qu'on se dit au revoir maintenant? Non, après, évidemment, il y a des informations sur Amélie Entreprise. C'est là où vous vous connectez pour d'autres téléservices, mais il y a une loupe, vous pouvez poser des questions, il y a beaucoup d'informations, notamment sur la législation, le dernier jour de travail, les subrogations, les arrêts de travail, les durées, il y a toutes les informations. Donc voilà, oui Aurélie, tout à fait. Amélie Entreprise, en parallèle Net Entreprise, et puis le site dsn-info.fr qu'on retrouve après intégré à Net Entreprise. Donc le tout géré et alimenté de main de maître par le JPMDS, n'est-ce pas Didier? Oui, tout à fait. Je vous remercie, cher ami, de cette transition agréable. Je voulais, moi, juste répondre à Madame Legros qui dit « Je voulais avoir des infos sur les agents statut RQTH au sein d'un GIP ». Donc, votre précision auparavant m'a permis d'aller chercher un petit peu de quoi il s'agissait, sachant que j'aime bien parler de la philosophie de la DSN. Alors, c'est un peu une méthode pour moi pour essayer de répondre aux questions ou de guider les gens qui sont en attente de réponse. Mais partez toujours du principe que tout ce qui influe les revenus ou le contrat doit être déclaré dans la DSN. Partez du principe complémentaire que tous les revenus, quels qu'ils soient, doivent être déclarés en DSN. Ça peut être effectivement en mensuel, annuel, mais ils doivent tous être déclarés. Partez du troisième principe que tous les établissements devraient faire une DSN à partir du moment où ils ont des salariés, sauf si vous décidez qu'effectivement c'est un même établissement qui déclare pour tout le monde, sachant que toutes les populations dépendent de la même URSSAF et du même taux AT-MP. Ça, c'est les 3 grands principes sur lesquels vous pouvez avancer. Ensuite, donc si on part du principe que tous les individus doivent être déclarés, tous les revenus doivent être déclarés, ceux qui sont les travailleurs handicapés, les premiers aussi, puisque on peut imaginer que ce sont des populations qu'on pourrait qualifier de fragiles, donc pour lesquelles effectivement tous les droits doivent être validés, mis en place et respecter au mieux ce que vous faites déjà. Donc effectivement, ils doivent être compris et je ne peux que vous inviter à venir sur la base Net Entreprise de façon à aller chercher en langage courant. Vous tapez DSN RQTH GIP et on va vous amener sur 1 ou 2 ou 3 fiches consignes qui vont pouvoir répondre. Parce que là, votre question est tellement générique. Qu'est-ce qu'on fait des agents RQTH? On les déclare dans la DSN, mais pour ça, il faut que ça soit sur un SIRET sur lequel il y a d'autres salariés, donc effectivement sur lequel il y a déjà un compte cotisant qui est ouvert, et ensuite, cette situation spécifique est gérée. Donc, c'est vraiment le cas par rapport à tout. Ayez en tête, toutes les personnes ont légitimité à être présentes dans les DSN, tous les revenus ont obligation d'être déclarés dans les DSN, et ensuite, je vais dire, ce n'est que de l'adaptation. Vous allez trouver que je simplifie trop de mon côté, mais ensuite, ce ne sont que des points de détail sur lesquels il faut aller chercher des informations. Vous avez des délégations de l'AGFIP ou autres qui sont des organismes qui ne sont pas des organismes collecteurs de la protection sociale, mais qui sont des organismes spécifiques d'accompagnement de populations précises, en l'occurrence l'AGFIP pour les travailleurs handicapés, et vous avez une mine d'informations disponibles et surtout des individus, des agents, des humains absolument disponibles, tout comme dans les CEPAM, dans les URSSAF, pour pouvoir répondre à vos questions et vous aider. Donc, vous allez tous regretter de poser des questions si je fais des réponses d'1 heure, parce qu'on n'est pas parti. Mais ayez vraiment, je vous dis, moi j'appelle ça la philosophie de la DSN, c'est pas le bon terme,
mais c'est exactement qu'est-ce qu'on cherche derrière. Et ensuite, là, vous allez vous rendre compte que l'application, elle est d'une logique implacable, avec bien évidemment, comme toujours, hein, quelques personnes assises dans des fauteuils avec de gros diplômes et de gros QI qui sortent des spécificités qu'on a du mal à comprendre, mais bon, voilà, on les applique. Mais la base, c'est vraiment, je peux vous assurer, qu'on respecte les pratiques de paye, qu'on essaie de s'y coller au mieux et de façon à vous aider à ne pas vous mettre en danger par ce changement. Je vous rappelle d'ailleurs que la non-mise en danger des employeurs était une des conditions d'application de la loi Warsmann, du « dites-le-nous une fois ». C'était redonner aux entreprises et aux employeurs leur rôle. Ce ne sont pas des déclarants, ce ne sont pas des spécialistes hyper pointus. Par contre, c'est aux organismes d'aller chercher ce dont ils ont besoin, ce que la DSN fait. Et puis ensuite, sur les arrêts de travail, je pense que les réponses ont été portées par Aurélie Bois à l'oral. Ah oui, et si, ah tiens, toujours Madame Caillot, vous avez bien fait de venir Madame Caillot, vous posez que des questions qui me permettent de parler de choses que vous attendiez pas, mais du coup, là vous parlez, c'est un autre service qui fait les déclarations d'arrêt de travail. Alors la DSN met en concurrence jumelles et quelquefois on complit le droit du travail, le droit social et le droit de la sécurité sociale, le code de la sécurité sociale. Tous ces éléments-là doivent se jumeler pour apporter les bonnes réponses. Donc ça, c'est effectivement, voilà, on peut se trouver dans des situations, celles que vous décrivez, plusieurs services qui devraient pouvoir accéder à la DSN. C'est possible parce que sur Net Entreprise, on peut avoir plusieurs rôles. On peut avoir un rôle d'administrateur, celui qui décide quelles sont les déclarations qui passent, comment on les gère, et ensuite celui de déclarant. Et rien ne vous empêche d'avoir un déclarant dont le rôle est spécialement de faire les signalements d'événements, et donc que ce soit quelqu'un d'un autre service. Après, la façon dont vous gérez les informations, dont vous faites remonter les informations en interne de votre organisation, finalement, on peut calquer par-dessus cette organisation, on peut calquer un mode de fonctionnement de la DSN, sachant que vous pouvez avoir plusieurs déclarants sur une seule et même DSN, sachant que c'est le logiciel de paye qui va être votre meilleur allié pour donner des accès à différentes personnes. Et oui, le statut, il est important. Oui, Madame Leroux, je suis absolument d'accord avec vous. Je dis pas le contraire. C'est un cas particulier, spécifique, qui demande à être suivi. Et moi, j'ai pas la compétence aujourd'hui pour vous donner cette réponse très particulière, mais pour lesquelles nos collègues de la DGFiP, peut-être de l'assurance maladie, peuvent vous aider un peu plus. Nous, côté caisse primaire, le statut, en fait, importe peu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le numéro de sécu et les données du salaire et des droits, en fait. Mais le statut, non. Donc, Monsieur Guibert, si on veut des nouvelles questions, je pense qu'il est temps pour vous de dire au revoir. Ouais, je pense que c'est le bon moment. Bon, cette fois-ci, on arrête de poser des questions. Voilà. Je vous remercie toutes et tous pour votre participation, votre contribution. Et puis, on arrive à l'issue de ce troisième rendez-vous sur les collectivités territoriales et leur passage en DSN. Un long chemin derrière nous avec une belle aventure qui continue. Donc, encore une fois, tout est enregistré. Donc, Madame Legros, on regarde de notre côté, on reviendra vers vous avec des éléments. On va regarder ça. Et pour l'ensemble, je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Et puis, encore un grand merci et je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous. Merci beaucoup. N'oubliez pas de répondre au sondage. Et si ce webinaire répond-il à vos attentes, c'est ce qu'on vient de poster. On a 5 réponses sur 40, donc ça en reste 35 qui vont répondre. Si il s'avère que ça répond qu'en partie, on va être intéressé aussi à ce que vous publiez là les questions. Vous allez pouvoir en poser encore quelques-unes. N'hésitez pas à préciser ce que nous pourrions vous apporter de mieux et de plus d'ici le mois de décembre. Et je pense que M. Guibert peut s'engager d'ores et déjà
remettre une opération sur pied avant la fin de l'année s'il s'avérait qu'on a besoin de vous accompagner sur des services spécifiques ou des points spécifiques. Ce sera avec plaisir, on a tous à gagner à ce que vous réussissiez votre entrée dans la DSN. Merci beaucoup, bonne fin de journée à tous. Au revoir à tous. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir. À bientôt.